Bonjour à toutes et tous, vous écoutez C'est possible, un podcast du groupe Métropole Insoumise Résiliente et Solidaire à la métropole de Lyon. Lutte contre le changement climatique et contre la pollution de l'air, zone à faible émission, place de la voiture et du transport collectif. La question des déplacements est au cœur de nos débats et au centre de notre quotidien. Pour ce deuxième épisode, nous proposons d'aborder le thème des mobilités sous l'angle du développement du libre accès aux transports en commun. Nous sommes très heureux d'accueillir Michel Jacques pour l'Union pour la gratuité des transports en commun, pour débattre et imaginer de nouvelles politiques publiques pour garantir à toutes et tous le droit de se déplacer. Michel, bonjour. Bonjour Laurent. On est vraiment ravis de t'accueillir. Alors voilà, je me permets une micro-introduction sur le travail qui a été fait sur ce mandat par notre groupe politique et notamment notre ambition de tripler le budget dédié au transport en commun d'ici à 2050. Car nous avons collectivement une transition importante à faire, une bascule, voilà, de changer nos modes de déplacement, de réduire la part modale de la voiture individuelle pour augmenter les parts modales du train et des transports en commun et allier les deux objectifs qui nous sont chers, à la fois permettre à toutes et tous de se déplacer librement sur le territoire, important pour nous que, voilà, dans la démocratie dans laquelle nous sommes, que se déplacer librement fait partie des libertés fondamentales, mais aussi baisser nos émissions de polluants, dont les gaz à effet de serre, en respectant les accords de Paris. Et donc nous avons besoin, nous pensons, notre analyse politique, c'est que c'est bien le recul de la voiture individuelle et l'augmentation des transports collectifs qui va permettre ces deux objectifs. Du coup, Michel, je peut-être te laisser présenter à la fois ton collectif et puis peut-être toi personnellement. Voilà, qu'est-ce que vous faites au niveau local sur la métropole de Lyon et au niveau national? Voilà, je te laisse nous présenter déjà ce collectif autour de la gratuité et du développement des transports. Alors le collectif a été créé en début 2019, le collectif Gratuité TCL, après une journée qu'avait organisée Paul Arayès sur Lyon sur la gratuité. Parce que c'est vrai que la gratuité, c'est un terme quand même qui peut paraître un peu simpliste, mais qui ouvre pas mal de voies à tout ce qui est la gestion des communs, le service public, et puis le fait d'une démarchandisation du monde, c'est-à-dire un monde qui est moins marchand et qui est moins sur le tout commerce et le tout rentable, et donc le renouveau un peu des services publics. Il y a plein de choses gratuites en France, on y fait plus attention. Bon, bien sûr, il y a l'école, mais il y a encore la santé, je dirais, parce qu'elle subit des grosses attaques. Il y a plein de choses aussi gratuites, les espaces verts, quand on se balade à la Tête d'Or, c'est gratuit. Il y avait Raymond Barre qui avait envisagé de faire payer le port de la Tête d'Or. Voilà, donc ça veut dire qu'on pouvait marchandiser aussi les espaces verts. Et nous, on veut justement démarchandiser ça, et on pense qu'effectivement, dans cette crise climatique, écologique, dans cette crise sociale, le fait de rendre les transports collectifs gratuits, c'est un pas en avant sur le droit à la mobilité, qui est très important en ville. Le droit à la ville, c'est pouvoir se déplacer comme on veut en ville et pour tous. Et donc le droit à la mobilité, ça passe par l'accès à des moyens de déplacement pour tous. Donc on s'est constitué à partir de 2019. On est un ensemble de militants, d'activistes venant de partis politiques et de syndicats. On s'est ensuite affilié à une coordination nationale qui est devenue, depuis maintenant quelques mois, l'UGDT, l'Union pour le développement et la gratuité des transports. Donc c'est une union qui regroupe à peu près une trentaine de collectifs en France, dans diverses villes de France, et qui milite justement pour la gratuité et le développement des transports en commun, parce qu'on va le voir tout à l'heure, gratuité et développement, il faut que ça aille ensemble. Et ben alors, donc ça fait partie de mes remarques et de mes questions, parce que effectivement en 2019, compris, voilà, moi j'étais proche de vous et j'avais un peu suivi le montage de ces collectifs. On était vraiment sur la gratuité des transports en commun. Et puis c'est vrai que là il y a une évolution, puisque y compris dans le nom du collectif national auquel vous vous rapprochez, c'est bien gratuité et développement des transports en commun. Et est-ce que tu peux, voilà, peut-être préciser pourquoi il y a cette nouveauté qui se rajoute, même si elle était peut-être déjà incluse au départ?
elle était un peu incluse au départ, mais elle apparaissait moins. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est vite rendu compte que pour garder un service de qualité, si on faisait la gratuité dans des villes où les transports en commun étaient déjà bien utilisés, par exemple, si on prend le cas de la métropole de Lyon, les transports en commun sont beaucoup utilisés, les heures de pointe, ils sont bondés, etc. Si on les rend gratuits, pas du jour au lendemain, mais même progressivement, ça va faire un afflux de fréquentation qu'on peut penser de 40 à 50%, voire plus, et que si on n'arrive pas à absorber cette fréquentation supplémentaire, ça baissera le niveau de service, ça fera que les transports en commun se dégraderont, les gens ne seront pas contents, ils ne les fréquenteront plus. Donc, il faut développer, je dirais même il faut développer avant de faire gratuit. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir développer le réseau pour que, quand on passe à la gratuité, le réseau puisse absorber cette augmentation de fréquentation. D'accord. Donc là, alors, ça touche un peu l'introduction que j'avais faite sur la nécessité de trouver des nouvelles recettes pour les transports en commun en général. Alors, sur Lyon, bien sûr, mais quelque part, c'est quelque chose qui est national, quoi. Comment est-ce qu'on arrive à déclencher des nouvelles recettes pour financer les transports en commun des collectivités locales? Là, je fais un micro point d'arrêt, un micro zoom sur éventuellement ceux qui connaissent pas bien le sujet, savoir comment est financé le transport en commun en France pour les collectivités locales. À Lyon, c'est Citral Mobilité qui s'occupe des transports en commun, hein, donc les métros, bien sûr, les tramways, tous les réseaux de bus, mais aussi on a Optibus, c'est du transport à la demande, voilà, c'est tout ça. Et c'est à peu près aujourd'hui 1 milliard d'euros par an de budget de fonctionnement. Hein, je parle pas d'investissement, mais à peu près 1 milliard sur la métropole lyonnaise de fonctionnement. Et ce milliard d'euros du coup, de dépenses de fonctionnement, il est avec 3 piliers de recettes. C'est le versement mobilité, c'est vraiment une partie des masses salariales des entreprises. C'est 2% de la masse salariale des entreprises du territoire. C'est à peu près 45% des recettes. Ensuite, les collectifs, ou 50%, ouais, 45-50%. Après, il y a la subvention des collectivités. Donc là, il y a un peu l'État qui met, mais c'est beaucoup la métropole de Lyon, les communes, la région. Ça, c'est à peu près un quart des recettes. Et puis, le reste, c'est les billetteries. C'est ce que finance l'usager. Là, c'est quasiment un tiers, enfin quasiment 30% aujourd'hui de ces recettes. Donc voilà comment sont financés les transports en commun aujourd'hui. Si on fait évoluer les recettes de billetterie à la baisse, comment est-ce que vous pensez faire évoluer les recettes à la hausse? Comment est-ce que vous trouvez des nouveaux financements pour financer ce développement? Alors, c'est là où la lutte est à deux niveaux, au niveau national et au niveau local. Parce qu'effectivement, par exemple, l'augmentation du versement mobilité, ça peut se faire que par des lois votées par le Parlement. Donc, c'est au niveau national qu'on peut avoir des augmentations de l'AVM. Et effectivement, il y a tout un travail qu'on mène justement avec l'UGDT pour que les parlementaires s'emparent de ce problème et qu'on ait un versement mobilité égal à Paris. C'est-à-dire à Paris, ils sont à 3,2%. Nous, à Lyon, on est à 2%. Et on souhaiterait effectivement rejoindre le même taux que Paris. Et là, ça ferait quand même 260 millions de plus sur le budget. Si on le faisait en 2025, ça ferait 260 millions de plus. Ce ne serait pas négligeable. Ça financerait pratiquement la gratuité, en sachant que nous, on demande aussi que dans le cadre de villes qui passent à gratuité, il y ait 0,5% supplémentaire, vu que les employeurs n'auront plus à financer la moitié de la carte d'abonnement. Ouais, ça c'est vrai. Quelque part, les entreprises, elles payent une fois sur le versement mobilité et elles complètent aussi en remboursant la moitié de l'abonnement qui est payé par les salariés. Mais pour pouvoir le bénéficier, il faut être salarié. Si on n'est pas salarié, on ne bénéficie pas de ce remboursement. Exact. Et donc, ce que je veux dire, c'est que donc les entreprises, elles peuvent financer effectivement les transports, en sachant que quand on voit au niveau de l'historique des transports en commun, par exemple sur Lyon, quand il n'y avait pas justement les TCL et que c'était les propres entreprises qui avaient leur propre service de ramassage pour les ouvriers, par exemple Berlier, etc., enfin les grandes industries de Lyon, allaient ramasser leurs ouvriers dans les quartiers par des cars. Ça leur coûtait beaucoup plus cher qu'actuellement ce qu'ils versent en taxe, en versement mobilité et en remboursement de la carte d'abonnement.
Donc, effectivement, les entreprises peuvent faire des efforts plus importants pour que, effectivement, leurs salariés puissent se rendre sur leur lieu de travail sans problème. Donc là, il y a une grosse idée à mener, effectivement. Le versement mobilité est un levier important. Après, on peut aussi copier Paris. À Paris, il y a une taxe sur les bureaux, sur les mètres carrés de bureaux, qui n'existe pas malheureusement sur Lyon. Donc ça, c'est des taxes qui rapportent beaucoup à Paris, et qui pourraient être affectées au transport en commun. On peut après penser à plein d'autres petites taxes. Par exemple, je pense à la taxe de séjour. Quand vous allez à l'hôtel, vous payez une taxe de séjour. À partir du moment où, si c'était dans la gratuité, vu que les gens bénéficieraient, les touristes ou les gens extérieurs qui viendraient à Lyon bénéficieraient des transports gratuits, on pourrait voir une taxe de séjour la doubler, la tripler en fonction. On pourrait aussi voir des taxes sur les parkings des grandes surfaces qui occupent donc beaucoup de place et qui donc attirent et sont des points d'attraction commerciale très fortes. Enfin, il y a plein de petits aménagements comme ça. Bon, il y en a aussi qui disent qu'il faudrait aussi augmenter le tarif de stationnement en ville, etc. Enfin, et il y a après des moyens d'avoir des ressources supplémentaires, mais c'est vrai que le gros du gros, quand même, c'est le financement des employeurs à travers le versement de mobilité. D'accord. Alors, du coup, tout ce que tu as cité là, on va le voir, je pense que c'est beaucoup des possibilités d'évolution nationale, oui. pour avoir des nouvelles recettes. Mais c'est vrai qu'au niveau local, nous, on avait deux pistes que je soumets encore en plus et je voulais bien recueillir votre avis. Il y en a une qui avait déjà fait l'objet de rapports législatifs et sénatorial. C'était la taxe sur la plus-value immobilière. Oui. Encore quelque chose de nouveau, mais malgré tout important. On voit bien que là, sur Vaux-en-Velin, Villeurbanne, Vénissieux, on va développer des nouvelles lignes de tramway. Et donc, il va y avoir des plus-values immobilières qui va accompagner ces projets. Et du coup, les propriétaires qui vont faire des plus-values, est-ce que ce serait pas normal, quelque part, qu'il puisse y avoir une taxe sur ces plus-values immobilières qui reviennent à l'autorité organisatrice de mobilité? Voilà, ça c'était le rapport Duron, juillet 2021. Jamais mis en place, mais pourtant qui paraît un peu naturel. Voilà, donc nous, en tout cas, on est favorable à typiquement ce genre de dispositif. Non, mais complètement. Complètement. Quand on voit effectivement la plus-value immobilière, quand il y a un arrêt de tram ou de métro qui se préfigure dans un quartier, c'est vrai qu'il y a un aspect spéculatif là qui est très important et qui est gratuit pour les propriétaires. C'est-à-dire qu'ils voient leur bien augmenter de 20-30%. Sans qu'ils aient à bourse des liens. Donc effectivement, là, il y aurait moyen effectivement de taxer aussi. Voilà. Et puis une autre proposition, pareil, peut-être plus au niveau national pour l'activer, mais nous on avait imaginé que sur tout ce qu'on appelle les GAFAM, donc je parle des grands groupes du numérique qui utilisent les données numériques des transports en commun, qu'on puisse les taxer sur les requêtes numériques qui font quand chacun se déplace. Donc je parle des applications Google Maps ou Plan, etc., qui utilisent les données ouvertes des transports pour nous proposer des trajets optimisés en basculant d'un transport à un autre. Et là aussi, il y avait eu des propositions législatives en disant ceux qui font des milliers de requêtes par jour pour optimiser, quelque part, on pourrait aussi les taxer et qui viennent du coup alimenter nos recettes de transport. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce... Très franchement, je n'étais pas au courant de ce projet. Je le trouve effectivement cohérent, hein, mais effectivement, on ne s'est pas planché dessus, mais on va y plancher parce qu'effectivement, c'est un bon moyen, effectivement, de pouvoir financer aussi les transports à travers, effectivement, toutes les applications Oui, en sachant que la proposition, c'est pas de taxer l'usager qui utilise l'appli, mais c'est bien de taxer le propriétaire et l'opérateur. C'est ça, exactement. Bon, quelque part, on l'a dit, mais voilà, moi, c'était un peu la limite, je pense qu'on peut faire au niveau local, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé sur ces nouvelles recettes. J'ai quand même le sentiment qu'effectivement, elles relèvent beaucoup plus d'une campagne législative pour élire des nouveaux députés que sur une campagne locale, même si les deux s'articulent.
Comment est-ce que aujourd'hui, voilà, quelque part, que pourrait faire un conseil d'administration du Citral, des maires de grandes communes, sans le législateur? Qu'est-ce qu'il pourrait faire, à part du lobbying, pour essayer d'influencer le législateur? Oui, alors c'est vrai que ça se décide au niveau national. Il n'empêche que toutes les villes qui sont passées en gratuité depuis les 20 dernières années, ça a toujours été des volontés politiques locales fortes. C'est-à-dire que si on attend du législateur au niveau national qui disent les transports collectifs dans toutes les villes vont être gratuits, ça risque d'être très très long, voire de jamais arriver. Par contre, on sait qu'on peut jouer sur le local, et c'est ce qui s'est passé par exemple à Dunkerque, c'est ce qui s'est passé à Montpellier, c'est ce qui se passe aussi en partie à Nantes, à Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que des élus voient qu'effectivement le problème de la gratuité est un problème important, et ils s'en emparent, et ils commencent, alors soit ils font une gratuité partielle, soit ils font des mesures sociales, tout ça, mais enfin, ils travaillent là-dessus, sans attendre effectivement la législation au niveau d'État. Alors, effectivement, il faut faire la pression. Je pense qu'il peut y avoir une pression au niveau du législatif sur l'augmentation du versement mobilité. Mais quand même, on se rend compte que c'est avant tout une volonté politique locale qui fait la gratuité. Ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, certains l'ont mis vraiment comme, dans le mandat précédent, comme vraiment un argument électoral. Après, il faut l'assumer, c'est-à-dire que après, c'est plus ou moins assumé. Mais effectivement, c'est quand même des politiques, c'est des politiques locales. Après, on peut parler au niveau national de la politique, au niveau régional des TER. Là, c'est au niveau régional. Au niveau national de la SNCF et du réseau ferré, et du réseau autoroutier. Mais il y a quand même un niveau pour les transports collectifs locaux. Il y a un niveau local qui est très très important. Très bien. Au niveau de la volonté politique, je parle. Après, effectivement, les décisions, ça se prend au niveau national. Une ville ou une agglomération ne peut pas faire ce qu'elle veut, c'est clair. Mais il y a quand même, on voit bien d'ailleurs dans la volonté politique d'investissement, dans ce mandat, on est passé de 1 million à 2 millions d'investissements. C'est bien une volonté politique. Il n'y a pas eu d'augmentation de recettes. De 1 milliard à 2 milliards. Tu as dit millions, mais c'est bien des milliards. Excusez-moi. Donc, de 1 milliard à 2 milliards, on n'a pas eu d'augmentation de recettes, au contraire. Les recettes de la métropole a baissé. Donc, il y a bien eu volonté politique. Complètement. Et d'ailleurs, on le voit, je me permets ce commentaire, qu'il n'y a pas la volonté politique à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, eux, ont la possibilité législative d'augmenter le versement mobilité pour financer plus de TER, et ils le font pas. Oui, donc, c'est carrément scandaleux. Oui, ok. Alors, peut-être avant de parler de développement de transport en commun, parce que on a beaucoup parlé sur les recettes, je voudrais parler des types de gratuité, et notamment, on voit qu'en fonction des villes que tu as citées, il y a des choix qui sont faits. Clermont, ça a été la gratuité le week-end, d'abord. Montpellier, ils ont réussi à faire de la gratuité pour tous tout le temps. Ils sont passés au week-end avant. D'accord, il y a eu des étapes. Okay. Et donc voilà, je mets au débat nous une proposition. Nous, on n'est pas là-dessus exactement. Nous, notre préconisation aujourd'hui, notre groupe politique, c'est de dire qu'il faut faire la gratuité par tranche d'âge, en s'attaquant d'abord aux plus jeunes. Voilà, au moins de. Nous, voilà, notre proposition, c'est y compris la proposition du texte stratégique de la France Insoumise au niveau national, c'est faire une proposition, c'est d'aller vers la gratuité totale par palier en mettant la gratuité pour les moins de 25 ans. Pourquoi ? Parce que notre métropole à Lyon est jeune. Voilà, je crois qu'à Villeurbanne, par exemple, il y a 40% des gens qui ont moins de 30 ans. Les jeunes sont les plus pauvres, les plus précaires. Il y a vraiment un écart. Voilà, les moins de 25 ans sont pour grande partie dans une pauvreté. Et puis, il nous semble qu'il y a une bataille idéologique à mener avec les constructeurs automobiles qui ont abaissé le permis de 18 à 17 ans et qui, de leur côté, font un lobbying pour que les jeunes aient le plus tôt possible une voiture entre les mains et soient finalement captifs derrière d'un choix de mobilité, de voiture individuelle. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on essaye de pousser plutôt cette gratuité par tranche d'âge,
Mais voilà, comment vous jugez ça de votre côté? Alors, nous, effectivement, on pense que la gratuité, ça ne se fera pas en claquement de doigts. Hein. Comme je disais, il faut développer avant de rentrer gratuit. Donc, nous, on pense qu'il faut un mandat pour passer à la gratuité totale, 6 ans à peu près, et que donc, ça se fait graduellement. Et que nous, dans le graduel, effectivement, on pense qu'il vaut mieux des mesures qui touchent tout le monde, plutôt que des mesures sociales où il faut montrer qu'on a un stigmate, par exemple, de pauvreté, c'est-à-dire qu'on bénéficie, qu'on a un revenu minimum, qu'on est chômeur, qu'on est sans papier, ou etc., pour pouvoir bénéficier des tarifs. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut plus travailler sur des tarifs sur, par exemple, la tranche d'âge. C'est-à-dire faire gratuit pour les moins de 25 ans, c'est tous les gens qui ont moins de 25 ans qui bénéficient des tarifs, quelle que soit leur origine sociale. C'est une égalité comme l'école. L'école est gratuite pour tous. Et donc, on est favorable effectivement à ce style de revendication. Pour les moins de 25 ans, ce serait énorme parce qu'effectivement, ça ferait des économies pour les jeunes, mais aussi pour les familles. Parce que je rappelle aussi que la région ne prend pas en compte les déplacements des lycéens, alors qu'il y a plein de régions qui prennent en compte les déplacements des lycéens. Donc, les lycéens sur la métropole doivent payer leur abonnement. Donc, effectivement, ce serait bien pour les étudiants, pour les jeunes et pour les familles aussi, parce que ça allégerait les budgets des familles. Donc, c'est une mesure qui va très, très dans le sens de la gratuité. Nous, on est aussi très partisans de la gratuité le week-end, parce que c'est une gratuité qui est assez facilement mise en place, dans la mesure où il ne faut pas augmenter le fonctionnement du réseau pendant le week-end, vu qu'il est moins utilisé. Donc, on pourrait faire la gratuité le week-end, et ça permettrait aux gens de tester les transports en commun, parce que on se rend compte quand on fait des enquêtes, quand on fait un peu des interviews, tout ça, en tant que collectif auprès des gens, qu'il y a beaucoup de gens qui aussi ont des réticences à utiliser les transports en commun pour plein de raisons de proximité, de promiscuité, d'inconfort, etc. Et que donc il y a à gagner aussi à ce que les gens aillent dans les transports en commun. Et donc, comme on dit souvent, il faut séduire par la gratuité et fidéliser par la qualité. Et donc, séduire par la gratuité, c'est-à-dire pouvoir utiliser le week-end avec sa famille les transports en commun, se rendre compte que le service des TCL est de bonne qualité et pouvoir après continuer à l'utiliser. Donc, nous, la gratuité des week-ends, c'est notre campagne actuellement. D'accord. On est là-dessus. Mais effectivement, la gratuité pour les moins de 25 ans, c'est très très bien. Par contre, effectivement, les tarifs sociaux, on ne va pas dire que c'est mal. C'est bien que des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un titre de transport puissent le faire, mais c'est toujours stigmatisant. Ça passe toujours par des dossiers. Et il y a toujours certains qui font ces démarches et d'autres qui ne le font pas, sachant qu'il faut les renouveler. C'est-à-dire, souvent, c'est des démarches qui durent 6 mois, 9 mois. À chaque fois, il faut renouveler son dossier. Donc, c'est pour ça que ce serait bien si la gratuité totale était là. Ça permettra à tous de se mouvoir sans pouvoir prouver qu'on peut le faire gratuitement. Okay. Oui, on peut te rejoindre là-dessus sur la nécessité d'avoir un accès un peu universel, inconditionnel. Et c'est ça la gratuité. Voilà, je comprends bien. Alors peut-être on peut faire un petit échange maintenant, une partie plus sur le côté développement et peut-être un peu vision du territoire si vous en avez une sur la métropole de Lyon. Parce que voilà, on va rentrer là dans une campagne, mais surtout dans un nouveau mandat 2026-2032. Il y a un certain nombre de projets qui ont été lancés, qui vont être en chantier, qui seront en service d'ici, on va dire, 2 ans. Mais quelle est la suite, quoi, quelque part? Que faut-il développer? Est-ce qu'il faut se relancer dans de nouvelles lignes de métro? Est-ce qu'il faut au contraire continuer à développer les tramways, et si oui, lesquels? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des lignes de bus à améliorer? Moi, j'imagine notamment que sur le périphérique, voilà, c'est une des propositions que j'aimerais bien pousser, qu'il y ait une des voies du périphérique qui soit banalisée pour des bus en site propre. Et là, du coup, on vient d'avoir une ligne circulaire presque pas chère, entre guillemets, puisque l'infrastructure est déjà là. Voilà. Comment est-ce que vous avez travaillé ce sujet-là? Alors, la ligne de bus sur le périphérique, on y a pensé aussi, effectivement. Je pense que c'est une bonne idée et il faudrait la creuser.
Bon, nous, effectivement, on s'est dit qu'il y a eu un engouement du tramway depuis une vingtaine d'années sur Lyon. Bon, cet engouement, il faut qu'il cesse un peu parce qu'on se rend compte que pour nous, le tramway, c'est quand même coûteux. C'est moins cher que le métro, mais c'est quand même coûteux de faire un tramway parce que faire la semelle, tout ça, détourner les réseaux, tout ça, c'est quand même assez cher. C'est cher en maintenance aussi. Et que donc, il faudrait lever le pied, effectivement, sur l'aménagement du tramway et faire peut-être plus un développement des bus à haute qualité de service, c'est-à-dire des bus en site dédié, qui là sont beaucoup moins coûteux à mettre en place et qui ont en fin de compte un débit qui est inférieur au tramway quand même, mais qui quand même est bien conséquent. Et nous, c'est vrai qu'on est plutôt à militer pour le développement de ces bus à haute qualité de service et pour la continuation du métro, sachant que le métro, bon, il faut qu'il soit continué. Bon, il y a des projets qui pour l'instant sont pas réalisés. Par exemple, la ligne B, la Manège Garrigueux, des choses comme ça. Bon, c'est vrai qu'il faut aussi, il faut développer la ligne E, vers Altaï et tout ça. Donc, alors là, il y a des projets de tram métro. Et effectivement, c'est des projets qu'il faut faire. Et effectivement, nous, on pense qu'il faut lever le pied sur le tram parce que le tram, bon, c'est un peu l'aspect, ça enjolive le quartier, tout ça. Enfin, on l'a vu sur Villeurbanne. Hein. Le tram aurait dû passer plus vers les Buères et le maire a insisté pour qu'il passe au centre-ville pour embellir son centre-ville. C'est-à-dire que le tram va passer dans le nouveau gratte-ciel, ça va faire joli. Bon, voilà, le tram, c'est un argument un peu de vendre sa ville. C'est pas vraiment un argument de transport en commun pour nous. Et que donc, en plus, vu les désagréments que ça met, parce que les chantiers sont très longs, là sur Villeurbanne, on va avoir quand même eu 3 ans de chantier. Ouais. C'est important, ça perturbe énormément les gens. Et que donc, bon, là, les lignes de tram qui sont prévues, je crois que c'est la ligne 9, qui est la 10, je ne sais pas si... La 10, elle est sur Vénissieux, mais là, ouais. C'est là, effectivement, le T9, qui fait Vaux-en-Velin, Saint-Jean. Bon, elle est en train de se faire, donc il faut la finir. Mais je pense qu'au niveau de la prospective, il vaut mieux baser sur les bus à haute qualité de service et surtout le déploiement aussi en toile plutôt qu'en étoile. C'est-à-dire que tout le réseau a été fait pour converger, en fin de compte, dans la presqu'île, sur Bellecour ou sur les terreaux ou sur la Pardieu, et que ça, c'est un problème. C'est-à-dire que si on veut aller de banlieue en banlieue, il faut passer par le centre-ville. Donc, effectivement, des projets comme de faire du périphérique un genre de ring, enfin de ronde pour les transports en commun, nous, on soutient cette idée, effectivement, on l'a aussi. Et développer le réseau en étoile. Alors, le réseau en toile, la ligne 9, effectivement, c'est un peu ça. La ligne 9, c'est un peu de développer le réseau en toile. Et il faut continuer à ce niveau-là parce qu'effectivement, il faut qu'on soit beaucoup plus mobile. Si de Saint-Fond, on veut aller en Vaux-en-Velin, il faut que ça se fasse de manière facilement, sans passer par le centre-ville. Donc là, il y a un gros effort de déploiement, aussi bien des lignes lourdes que des lignes plus légères, comme les bus, les lignes de bus. D'accord. Mais du coup, je me permets quand même un zoom là-dessus, parce qu'il y a, on entend beaucoup de propositions en disant, il faut arrêter les projets de transport. Oui. La majorité actuelle est allée trop loin, est allée trop vite. Il y a trop de chantiers, et donc il faut faire un peu un moratoire sur les projets de transport pour un peu faire un audit et puis ensuite repartir plus tard. Comment vous jugez ça, vous, de votre côté ? Nous, on est complètement opposés à ça. Il faut savoir qu'il faut rattraper un retard. C'est-à-dire que les 3 mandatures de Collomb ont fait énormément de retard au développement des transports en commun lyonnais. C'est-à-dire qu'il a fait le service minimum, Collomb, quand il gérait la métropole, et que donc, là, le nouveau mandat a fait un effort d'investissement, vu que de 1 milliard qui était consacré à l'investissement, on est passé à 2 milliards. Mais c'est encore insuffisant. Nous, on pense qu'effectivement, il faudrait de doubler, de passer de 2 milliards à 4 milliards. Donc, ça veut dire beaucoup d'investissements, donc beaucoup de chantiers, effectivement. Sauf qu'effectivement, les chantiers, comme je disais, il faut faire des chantiers peut-être qui sont plus légers. Continuer le métro, en général, le métro, c'est souterrain, ça impacte moins la surface.
bien que ça impacte en partie quand même, mais ça impacte moins la surface. Les lignes de bus à haute qualité de service, c'est moins impactant parce que c'est plus vite mis en place au niveau des travaux. Et que donc, effectivement, il faut continuer les chantiers. Et je pense aussi aux chantiers de développement d'eau, des pistes cyclables. Il y a eu un progrès énorme sur ce mandat de développement des pistes cyclables. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que moi qui circule en vélo, je sais que c'est encore très dangereux dans certains secteurs. Et que donc, effectivement, il faut continuer ces chantiers. Effectivement, ça fait du désagrément, mais bon, une ville, c'est ça, une ville qui veut évoluer, c'est une ville un peu en chantier, malheureusement. Alors après, effectivement, il faut que ces chantiers ne soient pas cumulés, se concentrent pas toujours sur les mêmes quartiers ou sur les mêmes villes. Donc là, il y a une planification à faire, c'est évident. Mais il faut surtout continuer, il ne faut surtout pas s'arrêter. Très bien. Oui, on partage du coup ça aussi, parce que, voilà, si je rappelle le début de la discussion où on doit baisser la part modale de la voiture pour augmenter fortement la part modale des transports, il faut continuer à investir. Et ben écoute, peut-être pour terminer l'entretien, j'avais 2 questions un peu plus annexes, mais qui étaient quand même symboliques et importantes, notamment dans l'idée du libre accès au réseau. Nous, il y a quelque chose qu'on a envie de proposer pour le prochain mandat, c'est de faire sauter les barrières physiques dans le métro. Moi, quand je suis arrivé à Lyon en 2001, il y avait pas de barrière au métro. On pouvait y rentrer librement, comme d'ailleurs on rentre dans le tramway ou dans le bus. Il y a pas, voilà. Et voilà, nous, on pense que c'est des équipements, qui sont finalement des équipements de contrôle qu'on pourrait faire sauter. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Oui. Alors moi déjà, je m'étais élevé effectivement à l'époque où ils ont mis les portails obligatoires dans les métros. Je m'étais surpris à distribuer un certain nombre de tracts là-dessus en disant que c'était scandaleux et que donc, bien sûr, je suis favorable complètement à l'accès libre. Alors après, c'est pas la gratuité, c'est encore payant. Donc chacun doit avoir son titre de transport. Mais bon, si les gens l'ont pas, c'est que peut-être ils peuvent pas l'acheter. Donc je suis effectivement très favorable à ce qu'il n'y ait pas de barrière. En plus, c'est des dispositifs qui sont coûteux. C'est quand même ces dispositifs mécaniques, électroniques, et qui tombent en panne, donc il faut faire de la maintenance et tout ça, et que donc on pourrait économiser pas mal d'argent en les supprimant. Ok, très bien. C'est effectivement, on est attaché au symbole aussi, voilà, et peut-être qu'en attendant de réussir la gratuité sur plusieurs années, ça c'est peut-être quelque chose qui symboliquement pourrait être fait assez vite. Ma dernière question sera sur l'articulation avec les zones à faible émission. On en a peu parlé alors que c'est quand même au centre des débats sur les mobilités. Donc voilà, la zone à faible émission à Lyon et Villeurbanne est en vigueur et continue de chaque année passer un cran en interdisant des véhicules à circuler. Est-ce que tu penses que la gratuité est une réponse à la mise en place des ZFE ou est-ce que c'est des choses séparées parce que voilà, on a des fois envie de lier les choses en disant les ZFE sont en place, tant que la gratuité n'est pas là, on est vraiment opposé à la verbalisation, mais le jour où la gratuité est en place, est-ce qu'on se met à verbaliser les véhicules quand même? Voilà, moi j'ai pas tranché cette question. Oui. La ZFE et la gratuité, c'est clair qu'on peut faire la gratuité sans ZFE, mais par contre on peut pas faire de ZFE sans gratuité. Okay. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a la ZFE, s'il y a l'application de la gratuité, il y a forcément la gratuité des transports en commun. Alors après, la ZFE s'est remis en question. Là, apparemment, le Parlement va peut-être voter une loi qui va supprimer les ZFE. Bon, les ZFE, c'est quelque chose... Nous, on est très partagés là-dessus parce qu'on pense effectivement qu'il faut réduire énormément les émissions de dioxyde d'azote et de gaz carbonique en ville et de particules fines. Donc, on est pour réduire drastiquement le trafic automobile, même on voudrait qu'il soit réduit, nous, aux simples activités professionnelles, les taxis, les commerçants, les artisans, les administrations, et que donc on n'ait pas de raison de circuler avec un véhicule personnel, et que donc à ce moment-là, tous ces véhicules pourraient être électriques, et en sachant que aussi le véhicule électrique, on est très critique par rapport à ça, parce que il y a eu une étude de l'ADEME qui a bien montré que un véhicule électrique était propre si c'était un petit véhicule électrique. C'est-à-dire si c'était des véhicules genre Zoé, des Spring Dacia, des choses comme ça.
Mais c'est sûr qu'un SUV de 2 tonnes, même s'il est électrique, il n'est pas écologique. Donc, c'est pour ça que les ZFE est contradictoire à ce niveau-là, parce que ça a été fait, les ZFE, avec des critères. Les critères ont été faits par l'État, bien sûr, mais avec la pression des lobbies automobiles. Et les lobbies automobiles, eux, leur intérêt, c'était que les gens changent de voiture. Donc, faire des ZFE où, en fin de compte, on remplace les véhicules thermiques par des véhicules électriques, par autant de véhicules électriques, pour nous, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que ça ne changera rien à la circulation automobile. Et que donc, c'est reprendre vraiment en profondeur les critères des ZFE. Et effectivement, quel est le véhicule qui peut circuler dans un ZFE ou pas. Enfin, il y aurait tout un travail, effectivement, de reconfiguration de la ZFE. Mais c'est vrai que, dans l'absolu, comme ça, de dire qu'il faut qu'il y ait de moins en moins de véhicules qui circulent en ville et que ces véhicules soient de plus en plus propres, on est complètement favorable. Très bien. Écoute, Michel, merci beaucoup pour cet échange. Je pense que c'était très riche et on a pas balayé beaucoup de sujets, les financements, le développement du réseau. Voilà, je pense que l'avenir est dans les transports en commun, dans des formes de gratuité le plus étendues possible, dans des petits véhicules électriques. Voilà, j'ai un peu une articulation entre toutes ces solutions. Merci beaucoup pour l'échange et puis je vous propose du coup de se retrouver dans un prochain numéro et je vous annonce déjà que nous parlerons de l'hôpital public et de la rénovation d'Henri Gabriel dans le prochain podcast. À bientôt.